Et on compte indépendamment du sensible, ce qui est très rare, parce que quand vous avez ensuite des tarés qui arrivent dans un gouvernement puis qui décident qu'il faut, je sais pas moi, abolir le déficit, ou ainsi de suite, bon, là, sur un bout de papier, on rature des postes de dépenses. Et bien ça crie de l'autre côté, mais on l'entend pas, parce qu'on a appris à compter ces OMPTER sans lien avec le sensible, quoi. Bon, ben c'est ça qui est en jeu dans une économie de la pensée, et c'est pour ça que ça suppose une éthique aussi très, très grande. Repère avec Louis-André Richard. Alain Deneau est professeur de philosophie à l'Université de Moncton, plus particulièrement rattaché au campus de Chipaga. Formé à Paris et auteur de nombreux ouvrages, le professeur Deneau a mené ses travaux en cherchant à questionner notre rapport à l'économie. Je propose aujourd'hui une conversation avec ce penseur engagé qui n'hésite pas à dénoncer les pièges qui tentent de remplacer l'art séculaire de la politique par des visions utilitaristes carburant à la logique du gestionnaire ou aux techniques de la gouvernance. Bonne écoute! Alain Deneau, merci d'accepter ce moment de conversation. Je suis très, très honoré de vous recevoir à ce micro. Et vous êtes professeur de philosophie et une de vos intuitions, vous me corrigerez si je me trompe, ça aura été dès le début, je pense que vous avez fait vos études doctorales sur la relation à l'économie de façon globale. Et moi, ça m'inspire le fait que c'est un thème en philosophie qui, de façon générale, plutôt négligé. Vous avez le mérite, sans doute, d'avoir remis ça au feuilleton de l'actualité de la pensée philosophique. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Pour moi, réfléchir à l'économie ou à l'économique, dans ma formation personnelle, ça me ramène à Xénophon sur les économiques, ça m'amène à Aristote ou au pseudo-Aristote sur les thèmes, sur les 3 traités de l'économie, et j'ai le goût d'amorcer notre conversation avec une espèce de retour à l'origine de cette pensée telle que les Grecs la formulaient. Je pense que vous êtes vous-même, bien entendu, nourri de ça aussi, et vous avez publié, puisqu'au moment où la conversation va être diffusée, et ce sera déjà fait, votre dernier opuscule sur l'économie de la pensée. Bref, l'économie ou l'économique chez les Grecs, c'est cette conception de prendre soin de l'oikos, de la maison. Le nomos, ce sont les règles que l'on essaye d'établir pour prendre bien soin de la maison, de la famille. Donc, ça a une dimension, je dirais, très proche des gens. Et ça sert même d'inspiration, suggère Aristote, à la manière de prendre soin de la cité. Et quand on vous lit, puis qu'on vous écoute, ben vous avez mis le doigt sur un bobo particulier, me semble-t-il, c'est-à-dire l'écart énorme qu'il y a maintenant à envisager l'économie dans des espèces de mégastructures. Et je dois dire, c'est peut-être le thème sur lequel précisément je voudrais vous entendre. Moi, qui n'y connais rien, je suis toujours impressionné de la démesure dans laquelle on m'inscrit dans ce qu'on appelle la macroéconomie. Il y a des trucs là-dedans, vraiment, ça m'échappe. J'ai l'impression d'être, je dirais, happé par des lois dont je ne contrôle pas du tout les dimensions. Les chiffres sont hallucinants. Même quand le premier ministre me dit « Nous avons un déficit de tant de milliards », je me dis « Oui, OK. Si c'était comme ça dans mon compte en banque, je serais en dépression complète. » Puis finalement, on a l'impression que « Ouais, OK, on nous lance des chiffres astronomiques, peu que de toute façon, dans 2 ans, c'est plus si important. Alors, dites-nous comment vous voyez ces choses, quel est votre regard sur l'économie et l'économique? Alain Deneau. Ben d'abord, j'apprécie beaucoup votre entrée en matière, tout en constatant qu'il y a beaucoup de choses à débrouiller. Oui. Notamment, commençons par 2 notions fort distinctes, là. D'abord, l'argent et d'autre part, l'économie. Ces 2 notions, pour ne pas dire des concepts que je me suis adonné à étudier. Commençons par l'argent, c'est tout un pan. Ensuite, on reviendra à la notion d'économie qui en est un autre.
effectivement, l'argent n'est pas une notion traditionnelle du corpus philosophique. Bon, ça, on s'entend que c'est pas un concept qu'on associe à la philosophie, bien qu'il y ait un auteur dans notre tradition qui est trop négligé, je trouve, en philosophie, et trop rapidement relégué à la sociologie, à tort, qui s'appelle Georg Simmel, et qui, en 1900, pile, a fait paraître un livre dont le titre est « Philosophie de l'argent ». Bon, et c'est comme ça qu'a commencé mon intérêt pour l'argent comme thème, comme notion, et pourquoi pas comme concept. Bon. Je vais faire une histoire courte, mais effectivement, c'est relié à ma thèse. J'ai fait ma recherche doctorale autour de l'œuvre de Simmel et de ce texte-là de 600 pages, qui est Philosophie de l'argent. Et qui, donnait suite à une réflexion que j'avais faite sur la littérature, l'argent, le rôle de l'argent en littérature. Je m'étais intéressé à Balzac. Ça, c'était dans mes recherches, préliminaires. Je cherchais à comprendre le rôle de l'argent chez Balzac. Pour le comprendre, je suis tombé sur ce livre de Simmel que je connaissais déjà comme auteur, là, Philosophie de l'argent. J'ai commencé à le lire et j'ai été happé simplement par l'introduction. L'introduction m'a tellement abîmé que j'y suis resté. Et j'ai abandonné mon projet premier pour finalement consacrer ma recherche à Simmel. Bon, Philosophie de l'argent, qui est un texte de 600 pages, propre à l'époque. Pourquoi vous dites abîmé? C'est très intéressant. Dans le sens où il y avait un vertige à suivre Simmel, ne serait-ce que dans les 5-6 premières pages de sa maître œuvre. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si abîmant, je comprends, choquant au sens neutre du terme, là, impressionnant, non? Oui, c'est ça, pour un jeune esprit. Là, il y a quelque chose de très séduisant et de vertigineux chez Simmel. On est au tournant du 20e siècle. C'est une époque où la philosophie... Il y a Nietzsche qui n'est pas loin, Schopenhauer. Oui. C'est une époque où la philosophie compose bien avec l'essai. C'est-à-dire avec la littérature. Oui. Il y a tout un courant qui n'y voit pas de mal. Il y aura un peu après Benjamin, il y a en sociologie, philosophie, il y a Krakauer, qui s'annonce. Auparavant... il y a eu comme ça des élans pour ne serait-ce que Marx, qui a son côté polémique, qui soigne le style, ainsi de suite. OK. Bon. Et donc, on est dans ces années-là où Simmel nous assène 600 pages, sans notes de bas de page, sans réelle structure, où il nous donne l'impression de courir dans la foule. On est en philosophie, là, comme dans le cinéma expérimental du début du 20e siècle, avec Hans Richter, qui s'intéresse au rythme, à la ville, à ses contingences, à tout ce qui ricoche. Bon. Et donc, on a de prime abord, de manière, je dirais, un peu impressionniste, et dans une mauvaise lecture, parce que c'est la première, au fond, prise de contact avec le livre, on a l'impression d'être dans une déferlante. Bon. Mais oui, c'est ça, mais une déferlante qui fait la promotion enthousiaste du rapport à l'argent, ou au contraire qui établit une espèce de critique? Il y a de tout, mais et des lecteurs un peu empressés de Simmel vont dire « Ah, il n'y a rien à voir ». C'est pour ça qu'il n'a pas eu bonne presse en philosophie. C'est que lorsqu'on le lit de manière un peu... précipité, sans considérer l'impératif de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire son exigence propre, comme dans l'acte de lecture. Si on le regarde comme on regarde n'importe quel traité, disons, qui se veut théorique, on se dit, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de concept. Et effectivement, Simmel, par exemple, quand il écrit sur la pauvreté, s'amuse, entre guillemets, à trouver, à chaque fois qu'il parle de la pauvreté, un synonyme. Et en allemand, il y en a beaucoup plus qu'en français, ce qui fait que les traductrices s'arrachent les cheveux après pour le rendre. Bon, mais il va parler de l'indigence, de la pauvreté, de la misère, de la difficulté, il y en a comme ça une série. Et du coup, l'idée, c'est que le concept en vienne jamais à, au fond, poser l'esprit dans une sorte de confort où il se stationne dans une certitude de comprendre, mais au contraire, où il est toujours relancé parce que la chose se dit toujours autrement, parce que ce qui est évoqué évolue toujours. Et c'est comme s'il y avait du temps dans le concept. C'est comme si le concept avait, au fond, été mu par un temps qui était celui de la synonymie et peut-être même de l'analogie. Parce que c'est un penseur, ensuite, on le comprend quand on le lit mieux, qui pense par analogie.
Et c'est pour ça que les citations de Zimmel valent rien. Je le dis, là. Quand on cite Zimmel, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que citer Zimmel, c'est comme retenir le pixel d'une photo. Okay? Si vous regardez une photo et vous citez un pixel, vous voyez un rond gris. Bon, ça dit rien si on n'a pas l'ensemble de l'image. Mais c'est ça une citation de Zimmel. Pourquoi? Parce que Zimmel ne définit pas ces concepts. Ce qu'il fait, par contre, c'est qu'il suggère une définition générique à partir d'analogies. Je vous donne un exemple. Quand il parle de l'échange, terme économique s'il en est, bon, et il va parler de l'échange de bons procédés, de l'échange épistolaire, d'un échange de baisers, d'un échange dans le café du commerce, d'un échange effectivement matériel. Bon, et là, ce qui se profile à travers tous ces usages de l'échange... C'est la monnaie d'échange. Non, mais oui, d'une certaine façon, Baudrillard aurait dit ça plus tard. Mais c'est une sorte de concept d'échange qui émerge sans être vraiment dit et dans une sorte de... époqué, là, dans une sorte de suspens, et avec des points de suspension en amont et en aval. On a comme une sorte de chaîne analogique de sens qui suggère une définition générique que le lecteur aura en dernière instance à se donner. À produire. Et en se disant, cette chaîne-là est ouverte à l'infini. Cette chaîne-là est ouverte à l'infini dans le sens où il y aura toujours une façon de penser l'échange nouvelle, une nouvelle réitération, une nouvelle occurrence qui fera que le concept générique s'en nourrira et évoluera lui aussi. Bon, bon. Est-ce que vous diriez, parce que je veux bien comprendre le cheminement, est-ce que vous diriez que Zimmel, d'une certaine façon, est une inspiration littéraire de ce qui sera les premières théories modernes de l'économie? Non, il est dans toute autre chose. Tout à fait à part, là où cette fameuse préface dont je parlais tout à l'heure est très saisissante, c'est qu'il commence en disant on peut parler d'économie sans être économiste, et l'économie n'appartient pas aux économistes, et on peut être sociologue, théologien, ainsi de suite, et s'intéresser... Voilà le fil conducteur de votre thèse. En fait, reprenons l'économie aux économistes. C'est peut-être l'éclatement, dire l'absence de fil conducteur, sinon la toile. Oui, c'est ça, très bien. Cela dit, venons-en à l'argent. Ce qui est clair, j'ai fait ma thèse à Berlin, en allemand. En fait, je l'ai rédigé en français, mais j'ai tout lu dans le texte en allemand. Toutes mes références étaient germaniques, et c'était indispensable. C'est-à-dire que ce qui m'est paru assez vite clair, c'est que si on lit Zimmel en français ou en anglais, on ne comprend rien. C'est ça. J'insiste. Oui, je comprends. Rien. Pourquoi? Parce que Philosophie des Geldes, qui est le titre original, la philosophie de l'argent, renvoie à une chaîne significative dans l'histoire de la philosophie qui nous échappe complètement si on le lit en français. Pourquoi? Parce qu'en français, l'argent renvoie à un minerai. Oui, l'or. L'argent, l'or, le zinc, le cuivre, ainsi de suite. L'argent, c'est une convention. On a fini par appeler l'argent, probablement parce qu'à un moment donné, dans l'histoire, l'argent a étalonné la valeur d'un signe pécuniaire qui circulait dans une communauté. En allemand, Geld, das Geld, Geld, c'est parce que c'est le génitif, mais le Geld renvoie au verbe gelten, valoir. Et en fait, en allemand, lorsqu'on dit philosophie des Geldes, on dit philosophie de l'argent en tant que l'argent s'inscrit dans une chaîne significative qui porte sur le valoir. Et das Geld, c'est le substantif, le diminutif du substantif tiré du participe présent du verbe gelten, qui est gelten de, parce qu'en allemand, le participe présent, et signifie par un D final. Donc, das Geld, c'est le diminutif du substantif tiré du participe présent du verbe gelten, valoir. Et donc, c'est en quelque sorte le valant. Et j'aurais presque envie de dire le faire valoir. Tu sais, s'il fallait traduire l'argent à l'allemande, on serait quelque chose proche du valant. Ou du faire valoir, un peu les deux, parce que mais c'est le valant, ce qui, mais pas ce qui a de la valeur, mais ce qui signifie la valeur. C'est ça. Bon. Et pourquoi c'est important? C'est une question fondamentale là, par rapport à l'économie. Alors, non, mais pas seulement, par rapport à la philosophie. Pourquoi philosophie des Geldes a du sens et pourquoi philosophie de l'argent semble ne pas en avoir? Parce que ça semble, quand on lit ça, philosophie de l'argent, ça a l'air un peu poétique, comme c'est hérétique, ou comme ça, un petit peu désinvolte, bon, comme on disait l'autre, là. Bon, voilà, frivole. Voilà. Mais
philosophie d'Aeschylus, ça a tout son sens. Pourquoi? Parce qu'en 1900, on est à une époque où la notion de valeur est centrale en philosophie. Depuis Kant, depuis Hermann Lotz, depuis Windelband, depuis Ricoeur, et jusqu'à Simmel. Bon, et encore chez Weber et Nietzsche. Est-ce que la traduction la plus juste, si on avait à traduire en français, ça serait philosophie des valeurs ou de la valeur? Du Valant. Okay. Pourquoi? Parce que c'est comme un étalon. Simmel s'intéresse à la culture, comme beaucoup dans son temps, là, et il s'intéresse à un déplacement de la question. Nietzsche parlait de la valeur. Puis du renversement des valeurs, c'est très connu. Bon, et Hermann Lotz, qui me semble être un lecteur que Simmel a à l'évidence lu et médité, est un néo-kantien qui a fondé un courant de pensée qui est aujourd'hui oublié, hélas, mais qui s'appelait la philosophie de la valeur, diverte philosophie. Bon, et à ce moment-là, lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire, bon, la valeur, vous vous y intéressez, fort bien, mais moi, je suis un peu subversif, Simmel, là, je veux dire, j'ai comme un hémisphère droit développé, là, je travaille vraiment fort sur l'imaginaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que la valeur que vous présentez, vous, néo-kantiens, et nous aussi, parce qu'il ne s'exclut pas, là, mais il ajoute son jalon, quoi. Et vous, ce qui vous intéresse quand vous pensez à la valeur, c'est un rapport intime, étroit entre la transcendance et l'immanence. Moi, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les néo-kantiens, parce que les néo-kantiens n'estiment pas qu'il faut choisir son camp, quoi, entre les métaphysiciens puis les positivistes, quoi. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'il dit, en gros, Lotz, dans son modèle, là, dans sa verte philosophie, dans sa philosophie de la valeur, c'est-à-dire qu'un concept de la valeur, mais il fait partie de ces néo-kantiens qui ne veulent pas, en quelque sorte, toujours étalonner la valeur du sens indépendamment de l'expérience, comme chez Kant, là, c'est-à-dire qu'on veut quand même penser le monde, là, on ne peut pas juste simplement dire, il y a le temps, l'espace, on veut dire des principes comme ça veut dire génériques, quoi, et autonomes, quoi, bon. Et donc, là, il commence à dire, mais voilà, un concept, ça pourrait être, par exemple, un A majuscule, qui est un concept, vaut pour une chaîne d'incidence empirique infinie. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, jusqu'à... Et là, infini. Donc, si vous pensez, par exemple, une chaise... prenons des exemples triviaux comme souvent en philosophie. Là. Une chaise, bon, il y a le concept de chaise, un peu comme... mais on n'est pas chez Platon, là. C'est une sorte de référence conceptuelle qui se pense sur le registre de la pensée. Cette chaise-là à laquelle on pense n'existe pas, n'existera jamais. Elle appartient au registre de l'esprit, mais elle renvoie à des chaises qui, dans l'histoire, n'en finissent plus d'évoluer. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis ici auraient été inimaginables pour des gens du 17e siècle. Est-ce que c'est par le matériau? Est-ce que le néo-kantien, parce que je cherche mes repères en vous écoutant, est-ce que c'est pas une espèce de retour en partie à la vision d'Aristote? Oui, je veux pas aller là-dedans parce que je veux revenir à l'argent et à Simmel. Très bien. J'en verrai ailleurs. Mais simplement pour dire que Simmel, lui, part de Lotz qui dit, voilà, le symbole A, qui peut être le référent chaise, renvoie à une série d'occurrences sensibles qui se multiplient dans l'histoire et qui font qu'aujourd'hui, quand on regarde la chaise, je veux dire, sur laquelle on pouvait s'asseoir à Versailles, à la cour, puis aujourd'hui, la chaise... on l'achète chez Ikea. Ou la chaise qui va être ergonomique parce qu'on travaille à l'écran, et puis avec les matériaux, les formes, ainsi de suite, font que le concept de chaise évolue. La notion de chaise se nourrit de ça, donc elle est comme une sorte de buvard conceptuel, mais aussi elle a un côté actif. C'est parce qu'on a une conception de la chaise qu'on les construit comme on le fait. Donc il y a une interaction, une circulation. Qu'on les construit et qu'on les reconnaît. Oui, et c'est ça. Et c'est ce qu'il appelle une économie. L'économie de la pensée chez quelqu'un comme Lotz, Bamberger, Windelband et d'autres. Ça sort de dire, ben voilà, il y a un rapport interactif entre le concept et l'appréciation sensible, parce que l'un et l'autre se nourrissent interactivement et il y a une circulation. Simmel voit ça, puis il pousse la chose de manière radicale. Il dit, si, il y a une façon d'évaluer la valeur des choses, qu'est-ce qui fait la valeur d'une idée, c'est qu'elle peut s'appliquer, mais c'est juste de l'expliquer, suivons l'argent. Et il y a quelqu'un d'autre qui a eu la même intuition que lui en cinéma un peu plus tard, c'est Bela Balache, qui a fait un film où il suit un billet de banque. Bon, c'est un peu ça que fait Simmel étymologiquement, c'est intéressant philosophiquement. Comme image, Donc là, il se dit, l'argent, quoi de plus, au fond, emblématique que ce rapport transcendance-immanence, que l'argent? Parce que l'argent, c'est en même temps une unité comptable, une abstraction. Vous en parliez d'entrée de jeu, des milliards de dollars en déficit. Bon, voilà. Moi, j'ai travaillé sur les paradis fiscaux. J'apprenais que
21 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. J'ai essayé de me dire c'est quoi 21 000 milliards de dollars. Bon, voilà. L'origine de ma remarque. Donc, ça, c'est une appréciation. Ouais. Vraiment, ça, de l'argent capable de ça. Puis l'argent, c'est le petit change qu'on a dans nos poches qu'on fait shaker, là. Bon, tu sais, c'est ça aussi. Et là, lui, ce qui l'intéresse, c'est cette jonction-là entre le concept et le percept, dirait Deleuze. Oui. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas en tête Das Geld, si on pense l'argent, on passe à côté. C'est sûr, dès qu'on lit le titre, on comprend rien et on est perdu. On lit 600 pages, pas pour rien, mais pour son plaisir, quoi. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est comment l'argent finit par être un support conceptuel en acte dans la vie quotidienne et qu'il est ce par quoi se pense la valeur. Et il est capable de citer Spinoza, sans note de bas de page, rien, là, je ne cherchais pas ensuite. Mémoire, il est capable de citer Zola, oui, c'est ça, c'est fait un petit peu à l'arraché, un peu bon. Il est capable de citer Marx, c'est un bourgeois éclairé, c'est pas un révolutionnaire, ainsi de suite. Et il est capable donc de sens critique, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures, mais en fait, le fin mot de l'affaire, moi, ce qui m'a intéressé dans ma thèse, c'est de développer les 4 concepts fondamentaux de Simmel, qui ne sont pas évidents parce que, comme je le disais tout à l'heure, il déjoue l'esprit pour qu'on soit toujours un peu en porte-à-faux puis à vif, et ainsi de suite. Mais c'est... Bon, je ne vais pas les reprendre les 4, mais il y en a 2 qui me semblent très importants, qui font un petit clin d'œil, un petit croche-patte à Hegel en passant. Ouais. C'est la Erhebung et la Enthebung. Eh bien, pas la Aufhebung. L'argent ne vient pas en quelque sorte tout relever puis contenir puis être en quelque sorte la matrice d'une histoire. Bon, mais la Enthebung, c'est de dire que l'argent prélève de la valeur sur le réel. C'est un prélèvement. Hein? C'est-à-dire que l'argent, pour qu'il vale l'argent, il faut qu'il ait en lui, au fond, une signification sur une série de faits de valeur. Et c'est ce qui fait sa force. C'est que l'argent est notre plus vieil ordinateur. Il permet, entre une série hétérogène de faits de valeur, la comparabilité, la compatibilité et la comptabilité. Hein? C'est-à-dire qu'à travers lui, on peut dire un poulet, une paire de chaussures, un quartier de fromage, une coupe de cheveux, peut avoir comme une sorte d'unité référentielle dans la valeur. Bon, et ça, c'est tous les jours. Là. Et en même temps, il permet de faire l'économie de toutes sortes de réflexions. Parce que si je vais au café, puis je prends un café, puis je le paye pas, je m'en vais, mais je dis, mais un jour, quelqu'un vous rendra bien service, puis c'est la guerre civile tout de suite. Là. Oui. Donc, c'est un élément passif. Mais pourquoi l'argent est puissant? C'est qu'il permet de faire l'économie de la pensée. Et c'est terrible en même temps. Il permet de faire l'économie de la pensée. C'est-à-dire qu'on est face à des prix, à une valorisation marchande qui laisse entendre que fondamentalement, il y a une sorte d'équivalence entre la masse monétaire universelle et la masse d'objets commercialisables, alors que c'est pas du tout correspondant, mais on fait comme si il y avait une correspondance absolue, puis après ça, on est dans des quantums, puis des fragments, puis du prorata, quoi. Mais c'est pas ça du tout, mais c'est cette espèce d'illusion qui fait que ça tourne. Bon. Mais en même temps, le gros problème avec cette efficacité de l'argent, c'est que de la Enthebung, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'argent de prélever sémiologiquement une signification de valeur, on passe à la Erhebung, c'est-à-dire l'élévation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit l'argent comme s'il avait en lui-même la valeur. Il n'est pas un signifiant de la valeur, il n'est pas un signe de la valeur, il est la valeur, parce qu'il devient un moyen tellement efficace pour faire travailler des gens pour nous, pour acheter un chantier naval, pour acheter du blé, pour faire évoluer et pour manipuler des gens et pour attirer des choses. Ce deuxième aspect est conséquent du premier ou... Il est conséquent, mais comme une perversion. C'est une perversion du premier, et ça, il le dénonce. Okay. Ça, l'argent, tant que ça reste un signe, c'est formidable pour lui. C'est une avancée culturelle. Okay. Il va dire, d'ailleurs, l'argent permet des relations beaucoup plus efficaces que quelques projets de société théologiques ou autres, ou quelques délires impérialistes ou autres. C'est ça qui fait que ça fonctionne beaucoup mieux, d'ailleurs, même une association œcuménique. Une association œcuménique, en fait, elle arrive à s'entendre parce qu'à un moment donné, elle dit, on va mettre de l'argent dans un fonds et on va aider ces gens-là. Bon, voilà. Parce qu'il y a de l'argent, on peut s'entendre. Mais si on avait à débattre du fonds, on s'étrillerait tout de suite. Bon. Donc l'argent devient, en quelque sorte,
un pharmacone, on aurait pu dire, là, c'est-à-dire un poison et un remède, parce qu'il se laisse pervertir et on finit par penser que la valeur est en lui. Donc, du coup, on est prêt à tuer sa mère pour en avoir, on est prêt à tout. La fin justifie les moyens, puis il dit même psychiquement, quand on agit pour de l'argent, on est moins moral. Faire une transaction d'armes, je veux dire, c'est un bout de papier, puis l'action monte à la bourse, puis on engrange des profits dans un... voilà, tout ça est lisse. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui crèvent, qui souffrent, qui saignent, mais on ne le voit pas, quoi. Pour bien comprendre le vocabulaire, moi, je trouve assez génial la manière dont vous abordez ça. Quand vous dites, là, c'est une économie de la pensée, est-ce qu'on comprend bien qu'il s'agit, c'est une façon de frustrer la pensée critique? C'est pas l'économie de la pensée au sens où La pensée est économique. Oui, ça c'est positif, non? Oui, en tout cas, c'est sans jugement de valeur, disons. Okay. Mais elle est économique, c'est-à-dire quand même chez Kant, quand il parle du schématisme, Kant présente son œuvre, ces trois critiques, comme étant une économie explicitement. Il dit que c'est une économie. Il n'insiste pas sur le terme, mais il y a quand même des passages clés où il dit que c'est une économie. Bon... une économie, pardon, parce que ça... De la pensée. Oui, ça synthétise, ça va à l'essentiel. Dans le schématisme, quand il va dire, par exemple, lorsqu'on dit 1000, c'est une opération économique. Parce que si vous dites, bon, dans cette salle, mettons, il y a 1000 chaises. On est dans un auditorium, puis il y a 1000 places. Quand on dit 1000, personne va se dire 1000, donc, ça veut dire 1, plus 1, c'est ça, plus non. 1. OK, puis là, je vais 290. On dit 1000... par économie, pour ne pas avoir à le penser. Exactement. Et c'est pour ça qu'on arrive à des milliers de milliards après. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on arrive à... D'ailleurs, on peut se rappeler que le verbe compter, C-O-M-P-T-E-R, a la même racine étymologique que compter, C-O-N-T-E-R. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en anglais, quand on va à la banque, on est face à un teller qui nous raconte. Bon, il y a des croisements qui sont nombreux. Pourquoi est-ce le cas? Parce qu'en littérature, quand on compte, C-O-N-T-E, on énumère. Premièrement, il s'est passé ceci. Deuxièmement, il y a des énumérations en littérature. Tout à fait, bon, il y a des chapitres, il y a des numéros de chapitres. Bon, le compte, C-O-M-P-T-E-R, s'est développé après coup, quand on s'est mis à énumérer sans référence au sensible, en rompant avec le lien sensible, en faisant simplement 1, 10, 20, des dizaines, des centaines, voilà, et on compte C-O-M-P-T-E. Et on compte indépendamment du sensible, ce qui est très rare, parce que quand vous avez ensuite des tarés qui arrivent dans un gouvernement puis qui décident qu'il faut, je sais pas moi, abolir le déficit, ainsi de suite, bon, là, sur un bout de papier, on rature des postes de dépenses, et bien ça crie de l'autre côté, mais on l'entend pas, parce qu'on a appris à compter ces OMPTER sans lien avec le sensible, quoi. Bon, ben c'est ça qui est en jeu dans une économie de la pensée, et c'est pour ça que ça se pose une éthique aussi très, très grande. Absolument. Mais l'économie désigne deux choses. Elle désigne un agencement fonctionnel, si ce n'est pas fécond. C'est ça, l'économie. C'est le contraire du désordre, de l'absurdité, du chaos. Voilà, l'économie, c'est que on agence des choses étrangères les unes aux autres, mais de telle façon que ça crée un sens, une fécondité quelconque. Et aussi, on épargne. C'est-à-dire que l'économie, qui est un terme central en mathématiques, par exemple, chez Poincaré, chez d'autres, on agence des éléments abstraits parfois pour faire l'impasse sur des démonstrations qui ont déjà été probantes et démontrées, quoi. C'est-à-dire, on trouve une façon d'arriver au résultat sans passer par tous les petits menus chemins, parce qu'à un moment donné, il faut bien avancer, quoi. Sinon, on va s'embourber tout le temps. C'est une économie. Bon, l'économie, pensée, c'est ça, quoi. Mais là, on rentre dans l'économie. Je repars de la question initiale qui était fournie. Bon, si on en vient à l'économie maintenant, parce qu'effectivement, à partir de Simmel, dont le travail portait sur das Geld, sur la valeur, d'une manière plus périphérique, d'une manière plus accidentelle. En 1900, son texte, me semblait-il, usait de la référence à l'économie assez rarement, mais de temps à autre, d'une manière étonnante. Je lisais économie, pas Wirtschaft, qui est un autre mot pour les affaires, mais économie, ça me semblait plus conceptuel. D'ailleurs, en c'est allemand... la racine grecque, ça, économie en allemand. Mais pas nécessairement. Non, c'est pas le E... je vais tout de suite y revenir là-dessus, mais juste simplement pour mentionner que en allemand,
quand un terme est latinisé, il se présente comme étant plus conceptuel. Ah, okay. Comme die Weiblichkeit, c'est la féminité, mais on peut aussi dire die Feminität. Okay. Et si on dit die Feminität, là, on est dans le concept de la féminité, puis die Weiblichkeit, c'est la féminité qui s'incarne dans les femmes. Là. Bon, ça, là, si vous voulez. Bon, c'est la même chose pour Wirtschaft et économie. Okay. En Wirtschaft, c'est les affaires un peu sales. On a les mains sales, on a notre monnaie, on échange, on brasse des affaires, on commerce, on échange, bon, on transige. Là, économie, mais c'était pas simplement ça. Mais là, je vais vraiment revenir au grec. Là. Oui. Un problème qu'on a dans notre culture, ça s'observe tout le temps, c'est comme une sorte de réflexe, c'est où on parle d'économie d'une manière vénale, un peu vile, basse, bon, on va dire intéressée, bon, et là, c'est assez trivial, quoi, puis c'est même un peu déshonorant dans notre tradition catholique, mettons, là, bon. Ou bien, on remonte au grec. On revient à l'étymologie. On dit, là, on fait les fines bouches. On dit, ce qui était mon réflexe de départ. Mais c'est ça, mais c'est tout à fait courant. On est un peu comme conditionné, comme ça. Bon, puis là, effectivement, on parle de l'oikos, ainsi de suite. Bon, je l'ai fait, ce chemin-là. Je suis allé voir ce qu'il en était, effectivement, chez Xénophon, chez Aristote, chez Aristote, les économiques. Bon, d'ailleurs, c'est pas l'économie chez eux, c'est la substantive de l'adjectif. Déjà, c'est intéressant. Bon. Mais moi, je ne me suis pas intéressé à l'étymologie, je me suis intéressé à la philologie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Comment le mot économie a évolué entre les deux? Parce qu'il s'est quand même passé quelques siècles. Hein? Bon, et puis, le mot a eu un parcours ramifié et extrêmement complexe. Bon, mais partons des Grecs. Est-ce qu'on peut faire ça? Partir des Grecs, puis je vais faire des petits sauts philologiques là, dans le temps pour voir comment le temps évolue. Chez les Grecs, je vais peut-être partir de mon... Je vais partir de ma problématique avant pour comprendre où je vais en venir. Quand on fait la philologie plutôt que l'étymologie, quand on sert à l'évolution des mots plutôt qu'à leur origine, on se rend compte que le mot économie a une polysémie absolument formidable. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'économie de la pensée, ce n'est qu'une occurrence. Avant de parler d'écologie, Carl von Linné, Gilbert White, Charles Darwin, Fairfield Osborn et jusqu'à Hannah Arendt parlaient de l'économie de la nature. On ne disait pas écologie. C'est Ernst Haeckel qui était une sorte de maniaque du néologisme. Il en produisait 28 par page, qui nous a sorti ce écologie de son chapeau. Puis on est resté pris avec ça. Puis ça a pris 50 ans avant qu'on lui donne un peu de consistance. Puis aujourd'hui, c'est devenu le référent. Hélas, parce qu'il amène un distinguo qu'il n'y a pas lieu d'être entre économie et écologie, entre la nature et les affaires. Alors que pour Linné, pour White surtout, surtout pour Gilbert White, l'économie, l'écologie, c'était la même chose. L'écologie n'existait pas encore, mais quand il parlait d'économie de la nature, il intégrait là-dedans les humains qui font pousser des choux, qui ont un peu leur empreinte sur le vivant, il les intégrait tout à fait. Il n'y avait pas une sorte de distinguo. Il y a le capitalisme qui ravage tout, puis il y a des espaces préservés qui sont écologiques. Non, pas du tout. Voilà. Bon, mais je peux continuer, puis là, je vais être plus court, mais Saint Paul, dans le Nouveau Testament, se présente comme un économe. Oui, absolument. Et l'économie est absolument centrale en théologie, pas seulement dans le Nouveau Testament, quand on lit les textes en grec, parce qu'ils ont été très, très mal traduits. On a continuellement biffé économie pour en mettre le substitut par un mot qui n'a rien à voir, parce que c'est trop bizarre de voir ce mot-là, surtout qui est devenu trivialisé par les économistes. Bon, mais chez les pères de l'Église, 3e, 4e, 5e siècle de notre ère, l'homme, surtout des gens comme Irénée, Tertullien, Hippolyte, Jean Chrysostome, ainsi de suite. L'économie est centrale, c'est leur maître mot. Bon, puis ensuite, l'économie devient un peu chez Blaise Pascal une sorte d'entourloupe pour un peu justifier l'injustifiable dans la Bible, là, l'inceste, les colères, le machin. Bon, mais... Et puis en plus, on peut parler de l'économie psychique, chez l'économie pulsionnelle chez Freud. En littérature, si on lit Gérard Genette, si on lit Roland Barthes, l'économie du récit est partout. Au 1er siècle, avant notre ère, Denis d'Halicarnasse, quand il faisait l'analyse des discours de grands orateurs, c'était le premier rhéteur à s'intéresser à ça, il parlait de l'économie du discours. Bon, l'économie est partout. Elle est en mathématiques, elle est en biologie, l'économie de l'animal, elle est partout. Et si on fait de l'étymologie maintenant, qu'on va voir chez les Grecs, qu'est-ce qu'on voulait dire à ce moment-là? On se rend compte déjà qu'on ne peut pas dire, voilà, oikonomia, ça vient de oikos, puis nomos, c'est la loi de la maisonnée, c'est un petit peu comment on organise la maison. Ça se peut pas parce que le mot « maison », pour nous, modernes, libéraux, c'est pas... juste rien à voir. C'est un homonyme radical, quoi. Ça n'a juste rien à voir. Chez les Grecs, déjà, on peut passer par Kierkegaard pour analyser ça. Chez les Grecs, d'abord, il n'y avait pas de vie privée.
Il n'y avait pas le privé, même pas intérieurement dans son âme. Ouais. Antigone, elle est visible par tout le monde. Elle a son libre arbitre, si on veut, mais ce libre arbitre-là est absolument lisible. Il n'y a pas de repli, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'intériorité. Il n'y a pas d'intériorité cachée. Puis elle est à l'égard du tout, elle est rien à l'égard du tout. C'est dans la logique de l'époque. Là. Oui, c'est ça. Elle dit même, j'entends mon frère tout simplement parce que c'est le dernier de la descendance. Si j'avais un autre frère ou mon père, s'il était en vie, puis je pouvais avoir encore la descendance, ma maisonnée, parce que la maisonnée, elle est là à ce moment-là, c'est mon nom. Je l'aurais laissé crever. Polynice, sur la place publique, c'est pas... Voilà. En fait, bref, c'est une sorte de logique qui l'emporte, en effet. Donc, déjà, la maison, chez les Grecs, c'est un domaine. C'est un patrimoine, c'est un nom propre, c'est un héritage, c'est un legs, hein, et c'est une organisation qui est une unité de la cité, hein, qui est une composante de la cité, alors qu'aujourd'hui, la maison, c'est le repli. La cité, il y a une sorte de dichotomie, on rentre chez soi, on peut se mettre à poil dans sa salle de bain, on a tous les droits, on peut regarder ce qu'on veut, on n'est pas censé être dérangé. Et puis on se replie, on ferme la porte, on fait « ouf, je n'ai plus à jouer mon personnage social ». Bon, et c'est pas ça du tout chez les Grecs. Bon. Ensuite, l'oikos existe dans oikonomia un petit peu par une sorte de aléa du langage. Comme aujourd'hui, on utilise plein de mots dont le sens premier n'a plus rien à voir avec l'usage. Hein, par exemple, on sait que le mot hystérie renvoie à l'utérus, alors que personne pense à l'utérus en disant hystérie. Le mot, je sais pas, moi, un manuel d'instruction pour fabriquer un machin renvoie à la main. Bon, mais le manuel peut très bien ne rien avoir avec une action manuelle. Bon, ainsi de suite. Bon, mais l'oikonomia, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce qui compte dans oikonomia, c'est le nomos. Et l'oikos, c'est un petit peu il s'adonne que c'est un peu le premier champ d'application. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que quand on lit Xénophon ou Aristote sur ces textes, cet enjeu de l'oikonomia, de l'oikos, tout de suite, on est, comme souvent chez les Grecs, dans l'analogie. Oui, tout à fait. On dit, il faut organiser un domaine avec les esclaves, la famille proche, la descendance, les ancêtres. C'est un petit peu comme un militaire, un stratège qui organise son armée. C'est un petit peu comme un charpentier qui construit sa maison. C'est un petit peu comme, encore, le cordonnier qui fait sa chaussure. Et là, à un moment donné, à épuiser, d'essayer de trouver une sorte de sens plus fondamental, Aristote, dans ses économiques, qui ne sont pas l'économie, finit par dire « finalement, c'est comme l'harmonie musicale. » Bon, c'est ce qui serait le plus proche. Puis l'harmonie musicale, quand il en parle avec des termes mathématiques. Donc, ça continue, quoi. C'est-à-dire qu'on est déjà chez Zimmel. On est déjà dans la philologie, finalement. C'est annonciateur de tout ce qui va suivre. On est déjà dans un usage où, ce qui compte, c'est le nomos, c'est-à-dire un principe d'organisation qui lui-même n'arrive jamais à se dire une fois pour toutes. Mais pour pas quitter les Grecs trop vite, est-ce qu'il n'y a pas, là, dans, je dirais, le mouvement de la pensée, là, de centrer la réflexion économique autour de... je dirais, de l'échelle familiale, on va parler comme ça. Une espèce de... Non, je comprends pas bien, vous dites... Non, parce que c'est que déjà, l'analogie, à un moment donné, elle vaut pour toute la cité. Oui, c'est ça, mais mon point, c'était ça. C'était juste de dire, au point de vue symbolique, là, si vous dites le lieu de réflexion, premier lieu de réflexion, ou le lieu de référence, c'est la cellule familiale, le milieu familial, c'était pas voulu dans une intention d'échapper au problème qu'on est en train de décrire. Non, je pense pas parce que déjà, l'oikos, c'est pas du tout la famille. C'est le domaine avec des esclaves, des employés, l'agriculture, c'est la famille au sens élargi. Et c'est déjà une composante de la cité. Oui. C'est déjà, on peut pas penser d'une manière cette unité-là, c'est un mot mal choisi. Oui. On peut pas la penser comme une sorte d'enclave autonome. On est déjà dans la vie de la cité parce que l'économe qui est au centre de cette économie-là est déjà en train de parlementer à l'Assemblée pour participer de la vie de la cité. Puis mais il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a pas de volonté d'ancrage. Il me semble assez clair que la première occurrence, là, et c'est pas un auteur que je cite à toutes les sauces, là, mais il me semble que la première occurrence vaut un petit peu pour ce que Jacques Derrida en dit quand il pense une chaîne. La première occurrence n'est qu'une occurrence. Oui, c'est ça. Okay. Il s'adonne qu'elle est la première. Mais on s'entend pour dire que la première occurrence renvoie à ça quand même, là, cette idée. Okay, oui, mais un oikos... Après ça, ce qu'on en fait, je comprends. Moi, j'ai vu le magazine Liberté, par exemple, d'une manière... J'avais des discussions pourtant d'une manière un peu bizarre, présenter une ménagère avec sa vadrouille pour dire, voilà, l'économie. Non, mais là, il faut arrêter. Mais c'est
c'est le nom d'un yogourt aussi. C'est ça, c'est ça. J'ai bien compris que la chaîne... La liberté et l'économie sont des noms de yogourt. Absolument. C'est un peu ça. Tout à fait, on était rendu là. Oui, tout à fait. Oui. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Vous étiez en train de parler de cette réalité quand on fait la actuelle, philologie, donc, c'est ça. À ce moment-là, on se rend compte que le terme économie a je vais faire sans jeu de mots, une très très riche histoire, et qu'il a été en quelque sorte détourné. Par les économistes. À la fin du 18e siècle, François Quenet, Daud Dupont-Nemours, ainsi d'autres, qui avaient l'oreille du roi Louis XV, se sont dit économistes. Ça s'était jamais dit. C'était outrancier. C'est outrecuidant de dire, c'est moi l'économie, alors qu'elle existait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les sphères. Pourquoi? Parce qu'on est parti de l'économie animale, de l'économie de la nature, appliquée au champ de l'agriculture et de l'élevage, mais surtout l'agriculture, le grain, les grains. Et là, on a intégré la production agricole à des règles de marché. Là, on s'est mis à calculer le compte, c'est au MPTE. Là, on s'est dit, il faut un capital premier pour permettre à des agriculteurs de produire des grains qu'on va distribuer et ils vont être payés. Et là, on va pouvoir, en fait, comptabiliser la distribution et le profit qu'on va essayer de générer va servir de capital pour la saison prochaine. Et là, l'économie est devenue une affaire, est passé d'un référent agricole à un référent strictement comptable et organisationnel. Et les physiocrates, les Quenet et autres, les premiers économistes qui ont développé ce modèle-là, ont eu un visiteur anglais, quelques années, qui s'appelait Adam Smith. Qui est passé par là. Je ne dis pas qu'Adam Smith doit à ces gens-là tout, mais il y a une influence réelle. Il est retourné en Angleterre, puis il a fini par dire, en fait, les économistes, c'est nous. Parce que nous, on va étendre à tous les domaines cette pensée économique-là, mais qui vient du champ de l'économie de la nature, qui lui-même a emprunté le mot économie à la théologie. On est toujours dans des emprunts comme ça, ça voyage. Mais ils se sont dit, l'économie, c'est nous. Puis eux, les Français du 18e siècle, là, qui ont produit ce mot-là, on va les appeler les physiocrates parce qu'ils ne s'intéressaient qu'à la physis, c'est la nature. Bon. Donc, pour la postérité, ils sont appelés les physiocrates, mais comme contemporains, on les appelait les économistes. Ils ne se sont jamais dit physiocrates. C'est la postérité qui les a présentés comme ça. Et donc, l'économie... Et là, les économistes ont fini par des formations professionnelles à s'approprier le terme, à le breveter, à le monopoliser. Et on a fini par penser que l'économie, c'est ce qu'ils en ont fait. Et ils ont en quelque sorte, et ça, je leur en veux énormément, privé la conscience commune d'usage du mot économie extrêmement varié, polysémique. Là, on dit, l'économie, tellement que quand on ouvre un dictionnaire généraliste, aujourd'hui, le Larousse, le Robert, ainsi de suite, la première définition qu'on va nous être donnée, comme disant la définition, c'est celle des économistes, mais c'est une définition régionale. Il y en a plein. Mais quand je regarde, moi, mon travail, ça a été quoi? Ça a été deux choses. Ça a été faire un travail archéologique, un peu à la Foucault, là, c'est-à-dire trouver toutes sortes d'usages qui ont existé dans l'histoire, qu'on a complètement oubliés souvent, dans des textes, comme les textes de Hermann Lutz, moi, je les ai lus dans des éditions en allemand, en écriture gothique, parce qu'au 19e siècle, ils n'étaient pas réédités. J'ai fini par trouver des vieilles traductions en français pour citer des traductions autorisées. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans un premier temps, c'est faire cette recherche-là qui est un petit peu érudite, un peu savante. Il faut passer par là. Et dans un deuxième temps, mon travail, c'est d'essayer de dégager un sens générique du mot économie qui ne soit pas celui des économistes. Et là où j'en suis arrivé, je me sentais très, très brillant en lisant tous ces gens, c'est de me dire, dans tous les cas, effectivement, il n'y a pas un rapport synonymique entre les usages du mot économie. Et évidemment que quand Carl von Linné, Hannah Arendt ou Sigmund Freud utilisent le mot économie, c'est pas le même sens. Évidemment que c'est dans des champs tellement distincts qu'on est face à des usages, des acceptions spécifiques. Mais ce n'est pas un homonyme non plus. Non, c'est pas par hasard qu'on utilise ce mot-là. Il y a bien quelque chose de transversal qui unit dans tous ces usages. Et donc, s'il y a quelque chose de transversal, on peut essayer de le définir. Et ce qui m'a semblé, au fond, commun à tous ces usages, c'est de dire que l'économie concerne les relations bonnes, concerne les relations escomptées,
Bon, si on est un peu politique, quoi. Oui. Bon, mais pas nécessairement escomptée, mais au moins bonne, féconde. Hein? Il y a une fécondité dans la relation, dans tout, que ce soit de la médecine, que ce soit peu importe les mathématiques, la littérature, la psyché. Hein? Bon. Et là, j'ai développé ça beaucoup, puis un jour, malheureusement, j'ai oublié toujours un nom de ce dictionnaire, il va falloir que j'y revienne, je l'ai à la maison, là, mais j'ai lu un dictionnaire du début du 18e siècle. Un vieux truc poussiéreux que j'ai trouvé dans une brocante en France. Je m'adonne à voir, c'est une encyclopédie, les lettres de A à E. Et là, je suis allé voir économie. Je me disais, c'est trop fou, j'ai ça chez moi, je le traîne de déménagement en déménagement, des grosses affaires tout pourries, là, qu'un collectionneur ne voudrait pas parce que tout est écorné. Bon, voilà. Donc, économie, et ça disait quoi? Connaissance des relations bonnes. Déjà, au 18e siècle, c'est comme ça, spontanément, comme c'est l'économie. Et ensuite, c'est Fritz Bamberger, je pense, qui a essayé à un moment donné, ou non, c'est Friedrich von Ottlienfeld, je pense, qui avait essayé au début du 20e siècle de définir les concepts fondamentaux de l'économie politique, ce qu'on appelait la Nationalökonomie en Allemagne, l'économie nationale, qui a beaucoup intéressé ici les professeurs des HEC avant la Deuxième Guerre mondiale. Là, et ça a un peu généré, je pense, la révolution tranquille, l'économie nationale. Bon, la nationale-économie, c'était bon. Et là, déjà, on était beaucoup plus interdisciplinaire que maintenant. Et pour penser l'économie sur un mode un peu des sciences économiques aujourd'hui, Ottlienfeld n'a pas le choix que de dire explicitement, on va aller voir ce que l'économie veut dire dans tous les champs où elle existe. Parce qu'on est dépendant de ce champ-là. Ce qui m'a intéressé, moi, dans la série de titres que je fais paraître chez Lux Éditeur, l'économie de la nature, l'économie de la foi, l'économie esthétique, l'économie psychique, l'économie de la pensée, puis il y aura l'économie politique, mais on pourrait continuer, parce que dans l'économie de la pensée, il y a aussi un appendice que j'ai écrit avec François Genet qui s'intitule « L'économie mathématique ». Bon, à travers tous ces usages-là, ce qui m'intéresse, c'est de dégager ce concept, une idée de l'économie qui ôte l'économie aux économistes et qui en fait un objet démocratique et qui rappelle ce qu'il a été. Ce moment de l'histoire là, que vous avez identifié où les économistes se réclament du titre, c'est le moment fort qui explique le débordement que j'ai amené en début d'entretien, où on perd maintenant toute référence possible et la structure aux échelles des chiffres et tout. Là. Des 6 opuscules, parce qu'en fait, je voulais pas, moi, prendre ma thèse, en faire une sorte de livre de 800 pages, indigeste, asséné. J'ai voulu créer, en fait, des opuscules qui sont un petit peu des chapitres qui se tiennent tout seuls. Bon, c'est un peu plus difficile à écrire, du coup, parce que chaque titre doit un peu marcher tout seul, mais en fait, c'est quand même des tomes, si on veut. Enfin, c'est une série que j'ai appelée un feuilleton théorique. Et chaque opuscule est structuré de la même manière, c'est-à-dire que je commence par rappeler un usage qui a souvent été oublié, du mot économie, qui était pourtant central dans les disciplines qui m'intéressent, que ce soit les sciences de la nature ou la littérature, ou d'autres. Et à la fin, je montre comment les sciences économiques se sont toujours nourries des discours économiques qui leur précèdent. C'est-à-dire que l'économie de la nature, je l'ai dit, est au fond l'ancrage historique de l'économisme. C'est là qu'on a emprunté le plus clairement un terme. Mais l'économie de la foi, c'est la même chose. Aujourd'hui, le marketing n'en finit plus de se présenter comme tributaire de l'héritage religieux. Apple construit son image sur le fruit défendu. Architecturalement, c'est commerce comme des églises. Oui, absolument. Les banques aussi. Harley Davidson estime avoir des communautés religieuses. Il crée une sorte de fidélité auprès de sa clientèle avec des grands-messes dans ces différents endroits. Aux États-Unis, on se donne rendez-vous, ainsi de suite. Et ça continue. Il y a vraiment... Et je les cite. Je suis tombé sur des écrits de professeurs de marketing qui disent le produit que vous vendez doit avoir un aspect religieux. Une attraction religieuse, vous devez... C'est pas un mouchoir que vous avez dans les mains, c'est quelque chose qui va vous sauver. C'est ça. C'est pas une bière. La bière, là, c'est une boisson, c'est le vin c'est le viatique, de la Seine. C'est ça. Donc, on est dans le... Et puis je pourrais dire la même chose de l'économie psychique et de la psychologie du travail. Et je pourrais dire et puis du marketing aussi, qui est très agressif de ce point de vue-là. Je pourrais dire la même chose de l'économie esthétique.
combien le capital doit à ses récits, à ses devises. Les devises, c'est l'argent qui circule. Sur l'argent qui circule, il y a des devises. C'est toutes ces petites historiettes qu'on se raconte et toute cette imagerie du marketing absolument fondamentale. Et puis même l'iconographie de la science économique avec ces tableaux, ces graphiques qu'on regarde jamais, mais ça a l'air bien convaincant parce qu'esthétiquement, il y a des graphiques puis des tableaux, ainsi de suite. Bon, et puis c'est toute cette mise en scène. Moi, je comprends pas les artistes de pas dénoncer avec plus de virulence le fait qu'on reprend tous les artifices qu'ils ont développés eux-mêmes. C'est du théâtre, quoi. Bon, je pourrais dire la même chose ensuite de la pensée, c'est-à-dire l'économie mathématique a existé avant la mathématique de l'économie. C'est que l'économie est d'abord mathématique. C'est là que ça passe. Bon. Et le reste est le reste. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, d'une part, il y a un sens, disons, intact, je dirais, de l'économie, un sens assis, un sens, juste, l'économie, et puis il y a des détournements comme ça pour satisfaire une discipline qui s'appelle aujourd'hui les sciences économiques et qui très souvent, trop souvent tendanciellement, présente l'économie comme un synonyme ennoblissant du capitalisme, comme une sorte de cache-sexe du capitalisme, et qui s'est arrogé ce terme, et l'a monopolisé. Ce que je propose, moi, avant de faire la polémique avec ce que sont les économistes tendanciellement, ce qu'ils sont devenus, avant même de polémiquer, je dis, cette discipline-là existe bel et bien toutefois. Il ne s'agit pas de la nier, de souhaiter sa mort, c'est pas ça du tout. Simplement, il faut la nommer convenablement. Il ne s'agit pas de l'économie en propre. Ces disciplines-là devraient avoir l'honnêteté de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intendance. Oui, c'est ça, la gestion. La gestion, l'intendance au sens plus large que la stricte gestion, qui est peut-être un sous-domaine, mais c'est l'intendance au sens très large. Ça va de dire l'extraction au marketing, enfin à la distribution, en passant par le management, le marketing, la transformation, la valorisation, ainsi de suite, le travail, la gestion, ainsi de suite, la comptabilité. Bon, mais ça, c'est l'intendance. C'est une économie, certes, parmi les autres. Absolument. Mais voilà, il n'y a pas de raison de se dire économiste. Cette vision de l'économie, elle prend le pas un peu sur la politique elle-même. Là, si je regarde comment fonctionne le monde dans lequel nous sommes inscrits, en tout cas, je suis professeur comme vous, j'ai souvent l'impression que les leaders de nos communautés éducatives sont malheureusement de plus en plus des gestionnaires plutôt que des figures inspirantes de l'éducation. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est pas dans méchant, une perversion du terme, on va parler de l'économie du savoir. Il y a une économie de l'attention aujourd'hui où, en fait, Google, Facebook, ainsi de suite, fait de l'attention un marché. Rappelons-nous la phrase de Patrick Lelay, PDG de TF1, qui disait au début du siècle, TF1, la télévision privée française qui ressemble un peu à TVA ici, là, qui disait TF1 vend du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. C'est-à-dire qu'on vend de l'attention qu'on est capable de capter. Bon, et puis tout le travail sur le cortex préfrontal, le cortex préfrontal médian, qui est la partie du cerveau où l'identification se fait avec la dopamine, ainsi de suite, qu'on veut générer, est une façon pour les GAFAM de nous garder captifs, esclaves, marché, puis de faire de nous des consommateurs. Tout à fait. C'est un vrai problème, ça. Cela dit, ça peut sembler un travail de beaux esprits, dont je parle, de l'érudition, ou un travail un peu dans son coin, un peu voué à l'échec, ou ainsi de suite, un peu vain. Pas du tout. Moi, il y a une chose qui m'apparaît très claire, c'est que tout ce dont nous parlons depuis le début, surtout cette série de titres chez Lux Éditeur intitulée « Les économistes », un feuilleton théorique, est un travail fondamentalement politique. Bon, pourquoi? Parce qu'on pourra toujours dire qui c'est, ce petit énervé qui, avec ses tire-pois, ses petits bouquins de luxe éditeur qui se vendent, veut dire comme ça, qui s'égrènent dans les librairies francophones du monde, qui c'est ce type-là pour penser qu'il va renverser un usage qui s'est absolument imposé dans l'histoire. Bon. Et certes, je ne pense pas qu'il y aura de rapport de cause à effet entre la publication de ces livres et une transformation, disons, sémantique universelle. Maintenant, j'ai la conviction d'être dans le sens de l'histoire. Et j'ai la conviction que ce qu'il s'agit de faire là, avec d'autres, parce qu'il y en aura d'autres, et nous serons de plus en plus nombreux, consiste à proposer des définitions riches du mot économie, le jour où l'économie ne pourra plus
passer pour le synonyme du capitalisme. C'est ça, parce que le capitalisme lui-même ne répondra plus. Pourquoi? Parce que le capitalisme hypothèque l'avenir. Il vit sur du temps emprunté. C'est une étoile morte. Le capitalisme, aujourd'hui, il compte sur la physique du monde comme s'il y avait 3,5 planètes. Alors, il n'y en a qu'une. Ça ne peut pas durer. Non, les ressources s'épuisent et puis voilà, donc ça va imploser. L'érosion des sols, le siphonnement du pétrole, on est rendu à rechercher du pétrole dans de la boue en Alberta, dans des cailloux au Colorado, l'épuisement du gaz naturel, le phénomène du réchauffement climatique lui-même qui suppose des canicules, qui suppose une perte d'eau. Là, on ne sait même plus comment fabriquer les puces informatiques à Hong Kong, dont tout le monde a besoin dans le monde parce qu'il manque d'eau. Là, on ne peut pas l'acheter, l'eau. Du moment qu'on l'a évaporée, qu'elle est devenue une sorte de force d'inertie, là, on peut rien. Bon, et donc ce régime-là est voué à l'échec. On va dire, encore un autre marxiste qui nous prédit la fin du monde, on l'a entendu pendant 150 ans, celle-là, mais c'est pas parce que les marxistes se sont toujours trompés dans leurs prédictions que le capitalisme est éternel. Absolument. Il arrivera bien un moment où il va frapper. Il n'y a rien d'éternel dans ces institutions humaines de toute façon. Ouais. Et ce qui va arrêter le capitalisme, ce ne sont pas les bolcheviks, c'est sa propre incapacité à comprendre ses limites. Tout à fait. La croissance éternelle, ça ne se peut pas. Et on est déjà en train de toucher le fond, c'est-à-dire la pénurie de main-d'œuvre, les bris d'approvisionnement, les problèmes écologiques qui aujourd'hui affolent les assureurs. Là, je ne parle même pas de Greenpeace. Non, on commence à... on a un grand écologiste au Québec, comme on le sait, qui s'appelle Pierre Fitzgibbon, un grand militant de Greenpeace, comme on le sait, qui a dit qu'il fallait réduire de moitié le parc automobile au Québec. Lui qui est... mais je veux dire... qui est plutôt inscrit dans le mouvement inverse. Là, dans le mouvement productiviste, mais c'est le cerveau reptilien qui parle chez lui quand il s'agit de parler de production. C'est pas quelqu'un qui pense, mais tout d'un coup, lui-même, le reptile qui nous dit qu'il faut produire, puis extraire, puis vendre, puis acheter, puis jeter, puis recommencer, lui-même constate qu'il y a une limite. C'est ça. Bon, quand lui nous dit, là, il faut faire de la décroissance, c'est lui qui le dit. Et puis, il le dit parce que le Forum de Davos le dit aussi, parce qu'il y en a plein de son engeance qui le disent. Bon, ben ça veut dire que ce modèle-là n'est pas viable. À un moment donné, on ne pourra pas dire économie. En pensant au capitalisme, il faudra penser à quelque chose, il faudra que des gens aient préparé le terrain. Bon, et j'en suis. Voilà. Alain Deneau, on est en train de toucher le fond de l'entretien. Et je suis un peu frustré parce que je vous écoute comme un écolier, les yeux grands ouverts. C'est vraiment passionnant. Je suis content de l'entretien et j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de gens pour vous écouter parce que non seulement vous êtes passionné, mais vous avez une profondeur de vue impressionnante. Donc, j'avais plein d'autres sujets à aborder et puis on ne pourra pas le faire. Quoi qu'il en soit, il y a vos livres que j'invite nos auditeurs à se procurer puis j'espère que nous, on aura l'occasion de discuter plus ensemble en dehors des ondes. Mais je vous remercie sincèrement de votre passage à Réplique et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir parce que je suis d'accord avec vous. Les profs de philo, peu importe ce qu'on fait, on pose une petite pierre dans quelque chose dont on ne maîtrise pas toujours les suites, mais c'est sûr que ça va servir à quelque chose, j'en suis persuadé. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.